Bien, nous voici réunis pour le dernier plateau de ce Café des libraires qui a ouvert ses portes vendredi après-midi et qui va les refermer tout à l'heure après de magnifiques rencontres qui ont été animées par différents libraires. Je suis contente de retrouver Antoine Desbordes qui était déjà là avec moi l'autre jour. Antoine est libraire à 1000 pages. Ils se sont beaucoup mobilisés à 1000 pages, évidemment, hein, sur ce festival dont 1000 pages est le berceau. Alors, on va parler ce soir d'un autre récit avec plusieurs auteurs. Eugène Martin, qui est né à Winnipeg, au Manitoba, de parents européens. Il vit maintenant dans l'Ohio. On dit de lui qu'il est une des fers de lance de la littérature américaine contemporaine. Ah, mais vous allez voir qu'il va nous le prouver. Il est interprété par Marion Schwartz, qui est traductrice professionnelle aussi, et qui va participer à ce Café des libraires pour la première fois. Il va nous parler d'un livre qui s'intitule Ordure, paru chez Kidam en janvier dernier, et qui a été traduit par Stéphane Van der Egg. À côté, Nana Kwem Ajay Brenya, alors je dois abîmer son nom comme d'une manière épouvantable, il me le pardonnera j'espère, c'est un écrivain noir américain d'origine ghanéenne, considéré comme l'un des 5 meilleurs auteurs américains de moins de 35 ans. C'est un premier recueil de nouvelles dont il va nous parler, qui a été traduit en français et qui a été d'abord très bien accueilli outre-Atlantique. Il travaille actuellement, il a fini actuellement son premier roman qui n'est pas encore édité, mais on aura sûrement l'occasion de le revoir peut-être à ce moment-là. Il va nous parler là de Friday Black, paru chez Albin Michel et traduit par Stéphane Roch. Et puis Martial Gala, qui est né à La Havane, qui vit entre Buenos Aires et Cuba, romancier, poète et architecte. Il est l'héritier des grands maîtres latino-américains du réalisme magique. Il a été lauréat du prix Alejo Carpenter pour la Cathédrale des Noirs, paru chez Belleville Éditions. Il va nous parler ce soir d'un livre intitulé « Appelez-moi Cassandre », paru chez Zulma et qui a été traduit par François-Michel Durazo. Et il est interprété ce soir par Céline Gay, que l'on retrouve puisqu'elle était déjà venue aussi nous rejoindre pour un autre plateau et qui est interprète professionnelle. Merci à vous tous. Et je n'ai pas présenté, mais je ne t'ai pas présenté, mais voilà, je te regarde et puis tout à coup je me dis mais j'ai pas dit son nom. Voilà, je vais me rattraper tout de suite en disant que pour traduire Nana Kwem Ajay Brenya, eh bien c'est Guillaume Audin. Alors Guillaume Audin, il est pas son interprète, c'est pas vraiment son métier, n'empêche qu'il le fait très très bien et souvent. Il est professeur à Cagnes, voilà. Et c'est un fidèle du festival américain et du festival Étonnant Voyageur aussi d'ailleurs. Voilà. Et bien maintenant, Antoine, t'es prêt? À toi de jouer. Son micro n'est pas ouvert. T'as pas allumé ton micro? Allume-le. Oui. Il faut attendre un petit peu, oui, voilà. Merci Maët pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à nos auteurs. Alors traditionnellement, vous le savez peut-être, le Café des libraires, c'est l'occasion de réunir des auteurs et de les inviter à s'exprimer autour d'une thématique donnée. Il y aura une entorse à la règle ce soir parce que j'ai pris le parti de vous faire vous exprimer les uns les autres sur les livres que vous êtes venus présenter plutôt que de vous inviter à... Même si j'aurais beaucoup aimé vous entendre exposer vos points de vue sur la forme du roman. Et Martial Gala, si ça vous va, c'est vous qui ouvrez le bal. Alors, votre roman Appelez-moi Cassandre, qui est publié chez Zulma. Alors, tous les lecteurs sont un jour ou l'autre identifiés à un personnage de roman. Raouli, le personnage d'Appelez-moi Cassandre, a fait plus que s'identifier à un personnage. Il est devenu Cassandre, la fille de Priam et d'Écube, qui a reçu d'Apollon le pouvoir de prédire l'avenir, mais la malédiction de n'être jamais cru. Depuis qu'il l'a découverte dans l'Iliade, Raouli est Cassandre,
Comme elle, il connaît l'avenir, mais comme elle, il ne peut rien en faire. Que ce soit en Angola, où il est envoyé comme soldat, où il est harcelé par ses supérieurs et ses frères d'armes, ou à Cuba, où il est perdu entre un père méprisant, un frère délinquant et une mère qui l'habille en fille pour compenser l'absence de sa sœur décédée. Il porte sa malédiction. Alors, aux Caraïbes ou en Afrique, au passé ou au présent, dans les alternances de temps et de lieu, la vie s'acharne inéluctablement sur le jeune homme. Tout comme Raoli et Cassandre n'ont aucune emprise sur l'avenir qu'ils connaissent, le lecteur est mis au même niveau que le personnage. Il est donc condamné à attendre que le destin annoncé se produise. Par conséquent, Martial, qui faut-il appeler Cassandre? Le personnage, le lecteur ou les deux? Qui faut... Yo pienso que esta novela es como una especie de resumen de lo que es ser Cassandra, que el personaje le cuenta a su dios de siempre, que es Zeus, que si uno pudiera cambiar la forma de la novela, empezaría en el momento en que después de miles de años Zeus llega a la tierra que está desolada y se encuentra con una especie de llamarlo así, de olor, de pertinaz sombra, y le pregunta, la reconoce, le dice, tú eres Cassandra, la hija de Priamo. Sé que fuiste un cubano en muchísimo tiempo después. ¿Qué es ser cubano? ¿Qué es ser un joven cubano en esa época? Y Cassandra le empieza a contar a Dios, a Zeus, a Júpiter, qué cosa es ser un joven cubano que va a una guerra que puede ser un poco paralela a la guerra de Troya, pero que es la guerra de Angola en la Cuba en el mundo del siglo XX. Entonces la novela es como una especie de madeja que empieza a desenredarse. Mon roman résume l'histoire de Cassandre, un personnage qui dit à Dieu, le Dieu de toujours, Zeus, ce qui se passerait si on pouvait changer la forme du roman. Cassandre finit sur Terre 1000 ans plus tard, des millénaires après son existence initiale. Elle est reconnue par Dieu. Elle est devenue cet enfant cubain. Alors, elle répond aussi à la question qu'est-ce qu'être cubain aujourd'hui? Car Cassandre raconte à Dieu ce que c'est qu'être un enfant cubain qui vit la guerre, qui vit cette guerre qui est un peu comme celle de Troie, même si, en l'occurrence, c'est celle en Angola au XXIe siècle. Et démarre ainsi tout un engrenage. Y al igual que en ese cuento de Ray Bradbury, el hombre ilustrado que todos ven en una persona lo que no es, en esta novela todos ven en esta Cassandra lo que quieren ver. Es como si Cassandra fuera, al igual que Alicia, alguien que atraviesa por un agujero de gusano a otra realidad, y a la vez fuera como el hombre ilustrado de Ray Bradbury, o un ser en el cual todos ven lo que apetecen ver, lo que los tienta. Y entonces se forma esta especie de dicotomía, esta especie de vértigo de quién es este personnage en réalité. Et finalement, tous voient en Cassandre ce qu'ils souhaitent voir. Elle est comme ce portail qui donne accès à ce qu'on a envie de voir. L'enfant concentre tous ses fantasmes et c'est ainsi que se forme une dichotomie, un vertige. También esta novela es la más literaria de lo que he escrito y tiene mucho de homenaje a la literatura occidental, a los libros que me formaron, homenajes que van desde
recuerdos de Edgar Allan Poe hasta León Tolstoy y por supuesto la Ilíada que atraviesa la novela por completo. Entonces tiene muchos guiños a estas lecturas, guiños que a veces son secretos y que quizás a algunos lectores les cueste trabajo identificar, guiños a grandes poetas cubanos como José Lezama Lima y grandes escritores cubanos como Virgilio Piñera y también a grandes obras del arte como la del Bosco y así. Es una novela que tiene la estructura de un poema, es como un eterno retorno, siempre se vuelve al punto de partida y la novela gira sobre sí misma porque tiene mucho de ejercicio de la subjetividad. C'est mon œuvre la plus littéraire qui rend aussi hommage à beaucoup d'œuvres occidentales qui m'ont formée, Edgar Allan Poe par exemple, Tolstoï aussi, bien sûr l'Iliade, et elle comporte aussi des clins d'œil à des références un peu moins évidentes qui demandent plus d'efforts, des auteurs cubains, Samalina, Virgilio Piñera, et aussi à des artistes comme Jérôme Bosch. Et cette œuvre a une structure de poème, elle est un peu un retour constant au point initial et elle tourne un peu sur elle-même et consiste en un exercice de subjectivité. Es también un reencuentro con las raíces de la religión afrocubana, porque yo provengo de una familia de ateos que, como en mi juventud la religión afrocubana estaba censurada, lo religioso, los dioses que yo conocía eran los dioses del panteón grecorromano, Atenea, Apolo, Afrodita, dioses muy literarios. Y con los años, a partir de que fui madurando y que a la vez disminuyó la represión a estas otras religiosidades en Cuba, entonces descubrí los dioses del panteón afrocubano, Changó, Yemayá, Ochun, Orula, una serie de dioses que de cierta manera para mí se emparentan con los dioses del panteón grecorromano y forman por llamarlo así, un potaje rico en sabores que está presente en la novela porque hay una especie de similitud entre estos dioses. Et on retrouve aussi dedans les racines de religion afro-cubaine. Je viens d'une famille d'athées. En lisant, j'ai découvert les dieux du panthéon gréco-romain, ceux que vous connaissez, Athéna, Apollon, Aphrodite. Mais en grandissant, j'ai aussi ouvert les yeux sur ce panthéon de dieux cubains qui avait été passé sous silence. Django, Morula, par exemple, des dieux qui, je le voyais, entretenaient des ressemblances avec ce panthéon gréco-romain. Et donc, dans l'œuvre, il y a un mélange, je trouve, assez riche de ces différentes saveurs et qui reconnaît les ressemblances entre eux. Y todo esto, ya para concluir, ocurre en una época de la historia de Cuba muy marcada por el llamado fervor revolucionario, que tenía su expresión máxima en los continuos discursos enaltecedores del difunto Fidel Castro, que pretendía con su dedo índice marcar el futuro no solo de Cuba, sino del mundo. Era una época donde florecía la homofobia, la intolerancia, un racismo soterrado y sobre todo una idea de que con la violencia se podía resolver las cosas en Cuba y en el mundo. Et tout ceci, bien sûr, dans une époque marquée par cette ferveur révolutionnaire qui culmine avec ces discours de Fidel Castro qui, avec son doigt accusateur, semblait pouvoir prédire l'avenir, enfin son doigt tout court, semblait pouvoir prédire l'avenir de Cuba et du monde. Et ce contexte était aussi marqué par une forte homophobie, une intolérance et une idée en général que la violence pouvait résoudre les problèmes de Cuba et du monde. Phoenix. Antoine.
Est-ce que j'ai le temps de continuer sur... Non, non. Merci beaucoup, Martial. Passons à la suite. Nana Kwame Adjei-Brenyah, bonjour. Votre livre s'intitule Friday Black, il est publié chez Albin Michel. Alors, entre tout résumer de manière exhaustive et dégager une impression générale, il y a plusieurs manières de parler d'un recueil de nouvelles. Dans ce cas précis, le temps nous manque pour entrer dans les détails, c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que j'aurais aimé pouvoir m'attarder sur chacune des nouvelles, sur l'organisation et le rythme du recueil, sur l'harmonie de l'ensemble, sur l'équilibre des thématiques. Sachez juste que dans ces nouvelles, tantôt réalistes, fantasques ou futuristes, il est question d'un parc d'attractions, d'un centre commercial, d'un hôpital et surtout d'un procès. Celui de la première nouvelle, qui met en scène la défense d'un père de famille, blanc, usager de bibliothèque et citoyen respectable, qui clame la légitime défense pour avoir tué à la tronçonneuse 5 enfants dont le crime était d'être noir. Cette nouvelle donne le ton, les suivantes la confirmeront. Oui, le ton est donné, la société est violente, mais comme on le verra dans les nouvelles suivantes, elle est également malsaine et inégalitaire, obsédée par la consommation, le paraître et le divertissement. Vos nouvelles, Nana Kwame, dénoncent toutes, non sans un humour satirique, les dérives d'une société déliquescente et déshumanisée dont nous sommes finalement tous prisonniers. Tentez-vous par là même d'alerter les citoyens, les lecteurs, sur le fait qu'ils sont les seuls acteurs de leur libération. First off, thank you guys for coming to the space, that allow me to share the space with you. It's been a pleasure being in France. This is my last event. I feel like I've learned so much. It is true, you guys have good wine, and so that's been nice to see. Tout d'abord, merci. C'est bon. Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli en France. J'ai adoré être là. J'ai participé à des discussions fascinantes et j'ai goûté des vins délicieux. But regarding the story, I'm very interested in the power that we have as individuals to not do what I think society is asking us to do, which is often to consider ourselves and others in competition to have a chance to live, as opposed to working together in community. I think whether it's racism, capitalism, homophobia, transphobia, all these sort of archetypal superstructures that define our society, I think they depend on us believing that if you are doing well, I can't be doing well. And they also prey on our, I think, personal fears and worries that will be left out. And so I think that the characters in my stories are often struggling under the pressures of these sort of forces and trying, despite these forces, to do right and do good. Oui, je crois beaucoup au postulat selon lequel les personnes ont le pouvoir de ne pas faire ce qu'on attendait qu'elles fassent ou ce que la société attendait qu'elles fassent. Et à mon avis, toujours vouloir mettre en avant la concurrence plutôt que la coopération, évidemment, c'est une fausse piste. Le racisme, le capitalisme, la transphobie, tout ça sont des sortes de superstructures qui envoient le message subliminal que si moi je m'en sors bien, alors toi tu ne t'en sortiras pas bien, et que c'est l'un contre l'autre. Et ce sont évidemment des discours qui utilisent nos propres peurs, qui sont les peurs d'échec, les peurs d'être abandonnés. Et donc les personnages, effectivement, dans mes histoires, sont là. Il faut qu'ils gèrent cette pression. And in terms of each sort of individual maybe being inspired towards being a part of the larger revolution, really all I hope is that reading my work, or really any work, can grow our imaginations a little bit. I think that if we can, on a personal level, imagine better, which requires us to think of everyone we encounter as just as human, just as capable of pain and love as we are, then I think that's a really important first step towards more wide-scale change. And so, yeah, I do hope to inspire, I guess, individuals to have a renaissance of the imagination, which I think could do a lot for us all in the long term. J'aimerais penser que oui, ce que j'écris peut inspirer les uns et les autres, alors à changer, alors pas forcément aller jusqu'à une révolution, mais en tout cas à faire en sorte que leur imagination
s'épandent, gagnent en dimension. Imaginez dans mon cas quelque chose qui soit mieux, évidemment. Un monde dans lequel on puisse ressentir l'amour, la douleur, et qui du coup serait le premier pas, la première étape vers un changement plus conséquent, et donc inspirer finalement mes lecteurs à une espèce de renaissance de l'imagination. Alors dans l'une de vos nouvelles, L'air, le personnage déclare qu'il n'a aucune chance d'être parfait car il est authentique. D'après mon dictionnaire, l'authenticité est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Même si cela devait impliquer de ne pas toucher à la perfection, considérez-vous votre recueil comme authentique? I think authenticity and being your real self, being your true self, is one of the greatest virtues. And I think that perfection is almost always an illusion. And in the context of that story, you're referencing the era. Perfection is graded against a scale that really, really favors sort of capitalistic production. And I think most perfections that we can conceive of are really enveloped in the sort of capitalist production model. Oui, pour moi, l'authenticité, c'est une des plus belles vertus qui soit. Effectivement, dans ma nouvelle, à mon avis, la quête de la perfection n'est qu'une illusion. Souvent, ce qui, moi, à mon avis, compte vraiment est quelque chose qui devrait complètement échapper à une façon d'estimer les choses qui sont dictées par un système capitaliste de production. And I'm really interested in the idea that we are just as worthy and special and capable of love and deserving of love if we don't produce anything ever. Of course, I think it's important to be useful, and I care about that. But, you know, if I weren't on stage right now talking about this book, if I had never published a book, do I still get to think I'm a good person? Do I still get to think that I matter? I think much of the system that we're sort of grown into kind of says no. And I know personally I've struggled with that for a long time, feeling as though I get to feel happy with myself when I do X. I get to feel like a real person deserving of even life after I do this. That creates a really violent dynamic in oneself. So I think that I'm generally interested in personal authenticity, personal self-love that is independent of any scale or metric or production model. La question peut être la suivante. Est-ce que quelqu'un qui ne produit pas est quand même autant digne de considération que quelqu'un qui produit? Par exemple, moi, si aujourd'hui je n'étais pas sur cette estrade après avoir écrit ce livre, est-ce que je serais quand même une bonne personne, une personne comme il faut? Le discours ambiant tend à répondre que non. Mais moi, je pense qu'on peut tout à fait être aussi heureux et on peut être aussi créatif si on ne produit pas. Moi, je suis à la recherche de l'amour personnel, je suis à la recherche de l'authenticité personnelle, et ces choses-là échappent à un système de notation capitaliste. Alors, j'ai été très impressionné par la portée romanesque de vos nouvelles, mais j'ai surtout été frappé par votre capacité à exploiter les genres et à finalement faire de ce recueil un laboratoire des registres. Pour autant, vos nouvelles, même vos nouvelles au genre le plus assumé, dystopie, fantastique ou satire, entrent systématiquement en résonance avec l'actualité. Est-ce pour vous une manière de... Enfin, pensez-vous qu'on ne puisse marquer les esprits ou faire passer un message qu'en étant ancré dans le réel? I think you can strike and stoke the imaginations in so many ways, but to me it's fun to create new spaces while also being aware and kind of playing around with genres that we may understand or expect. And to be honest, in the writing process, I really never think about genre anymore. I spent a long time wondering if I should be this kind of writer or that kind of writer. I remember going to my mentor, George Saunders, and being like, okay, like, should I write these realistic stories or should I do this like crazy stuff over here? And he was just like, yes. And that was like a great freedom to me. I think that all of our experiences of life are already so different. Feels like realism to me would be totally strange or foreign to someone else. And I think that fiction really reminds us of that. And so I think that all forms of creativity can really, grow and
expand the imagination? Oui, à mon avis, on peut frapper l'imagination et la conscience des lecteurs de plein de différentes manières. Et pour moi, l'idée, c'est d'essayer de créer des espaces nouveaux. Il y a un temps où, effectivement, je me suis interrogé sur quel genre j'allais utiliser pour faire passer mes messages. Mais c'est une question qui m'intéresse plus désormais, notamment grâce, finalement, à l'appui de mon mentor, George Sanders, que je suis allé voir une fois. Et je lui ai dit, écoute, à ton avis, est-ce que je peux écrire tout ce que je veux, quelle que soit la forme, quel que soit le format? Il m'a dit, oui, bien sûr, vas-y. C'était une forme de libération. Et donc depuis, il me semble en plus que les expériences de vie peuvent être relatées d'un point de vue qui paraîtra réaliste à quelqu'un, mais qui paraîtrait tout à fait différent à quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça que fait la fiction, c'est qu'elle permet d'explorer toute forme de créativité, encore une fois, pour permettre à l'imagination de grandir. And I guess there's so many examples I could think of, but especially right now, 3 years ago, the idea of me sitting on a stage with incredible interpreters in France, it's a wild, surrealist dream. And, I was joking with my publicist, in America, we have these images of people in France walking around with baguettes. I thought that was like not real. That's very real. I've seen a lot of people holding like their baguettes and walking with them. And I'm like, beautiful, like that's cool. But again, it's not familiar to me. I hadn't seen it prior. And so, life and you can represent it so many ways, and all of them, again, can grow your experience, change how you see things, and expand your imagination towards, I think, something even more developed. Par exemple, moi, il y a 3 ans, l'idée que je serais ici sur une scène dans un salon littéraire en France, ça me serait vraiment apparu complètement surréaliste. Et puis, il y a aussi, à l'inverse, les stéréotypes qu'on peut avoir. Par exemple, moi, je pensais effectivement, en arrivant en France, que j'allais voir des gens qui se baladent avec une baguette sous le bras à tous les coins de rue. Et c'est ce que j'ai vu. Donc, ça a confirmé ce que je pensais. Des choses que j'avais jamais vues en vrai, mais si, ça existe bien. Et donc, c'est toutes ces expériences qui, là encore, nourrissent l'imagination et lui permettent de grandir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a Oui, le temps de... je voulais juste dire que le livre de Nana Kwame est dédié à sa mère et c'est écrit ceci. Pour ma mère qui m'a dit « Comment peux-tu t'ennuyer? Combien de livres as-tu écrit ?» Donc voilà, c'est grâce à sa mère qu'il est devenu écrivain. Absolutely it is. And that's a real quote. And she wasn't being like nice when she said that to me. She was like, I don't want to ever hear you complain, but I'm extremely grateful to her. Et je lui dois une fière chandelle à ma mère, c'est une vraie citation, elle m'a vraiment dit ça une fois et c'était vraiment pas du tout pour me faire plaisir, c'était au contraire pour m'envoyer bouler et que j'aille me mettre au boulot. Merci beaucoup, Nana Kwame. Finalement, passons à notre 3e auteur, last but not least, Eugène Martin, Ordure, publié chez Kidam. Alors, votre roman, Eugène, propose de suivre le quotidien d'un certain Sloper. D'un étage à l'autre, il pousse son chariot dans un immeuble de bureau, à l'heure où seuls les gens anonymes, agents d'entretien, personnel de sécurité, arpentent les couloirs. Il passe l'aspirateur, il lave les vitres, il brosse la moquette. Et entre 2 corbeilles vidées, il mange les restes abandonnés et se masturbe dans les chaussures laissées sous les bureaux par les employés. Puis il rentre finir son tour de cadran chez sa mère, dont il occupe la cave. Et puis il recommence. Sloper est imperceptible. Nous l'avons déjà tous croisé, mais certainement jamais vu. Il ne parle pas. Dans le meilleur des cas, il échange quelques rares paroles avec ses semblables. Il est solitaire, invisible, enfermé dans une routine insipide, mais ça lui va bien. C'est l'employé du mois, c'est sa vie, c'est sa cave. Et ce jour-là, dans la poubelle de l'immeuble, c'est sa trouvaille. Celle qui lui permettra de se révéler à lui-même. Alors, vous avez écrit votre roman il y a 20 ans, et il a circulé tout ce temps de manière assez confidentielle entre lecteurs initiés. Comment se fait-il, d'après vous, que le grand public ait mis si longtemps avant de le découvrir? Le monde n'était-il pas prêt à accepter l'existence d'un personnage tel que Sloper? Well, thanks for that. I don't think it's ahead of its time or anything like that. I think it's lack of sentimentality and it's lack of a moral position in which the reader, it's left to the reader to approve or disapprove of Sloper's actions. I think in the U.S. We don't like that. We like to be elbowed, like, that's funny, right? Or that's bad. Or I think too much was left to the reader to decide.
Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que ce livre soit particulièrement en avance sur son temps. Je pense surtout qu'il n'y a pas vraiment de morale qui est donnée. C'est plutôt au lecteur de décider pour lui-même. Et aux États-Unis, on n'aime pas vraiment ça. On aime être dirigé dans une direction ou une autre, qu'on nous dise si l'écrivain est drôle ou s'il écrit plutôt, enfin quel genre de littérature il écrit. I think in another problem is here. My impression is that the French do not take literature personally. They, read a book on its own terms. There seems to be that contract in place, from the start. In America, it's a bit different. I think people were repelled by me personally because it's assumed that because I wrote about those things with some authority, fictional authority, it was assumed that I had done them. And I've even had personal encounters of people who would refuse to speak to me, after they read the book and other things. Je crois qu'en France, c'est assez différent l'expérience de lecture. C'est comme si le lecteur français s'appropriait vraiment le livre qu'il est en train de lire, comme s'il y avait une sorte de contrat entre le lecteur et le livre au préalable. Aux États-Unis, c'est assez différent et c'est comme si moi-même, je repoussais les gens une fois qu'ils avaient lu le livre, comme si les actions dont je parle dans le livre, je les avais moi-même commises. Il y a certaines personnes qui n'ont plus voulu m'adresser la parole une fois qu'elles avaient lu le livre. So it was very frustrating. But so to have had the reception in this country, that in Le Monde and L'Humanité and places like that, this kind of immediate grasp of the book is very gratifying, and I feel justified. The book feels like less of an orphan, than it did for 20 years or whatever. Et cette situation était très frustrante pour moi et ça me fait très plaisir de découvrir qu'ici le livre est bien reçu, qu'il y a un vrai écho médiatique et j'ai enfin l'impression que le livre n'est plus orphelin, ce qui avait été le cas pendant des années. Alors votre roman, il fait le portrait d'un personnage dénué d'ambition, de qualité. Il est finalement ordinaire jusque dans ses bizarreries les moins avouables. C'est un personnage a priori banal, mais sa banalité est à la fois atroce et totalement jouissive. Ce faisant, vous élevez la banalité au rang des beaux-arts. Que doit-on comprendre? La banalité, c'est ça la vraie vie? I do consider it a realist book. I consider myself some type of realist. So yeah, I think there is great difficulty in rendering the mundane and the everyday to do that faithfully. I think it can be easier to show obvious drama and action and violence and romance. Those to me seem artificial. Oui, je crois que ce livre est avant tout réaliste et je me considère moi-même comme un écrivain assez réaliste. Donc pour moi, le plus difficile, c'est de rendre le quotidien de manière fidèle, la plus fidèle possible. C'est beaucoup plus facile en fait de mêler du drame, des actions, de la violence et de faire quelque chose d'un peu romanesque. But I think when you get beneath the surface of that, you'll see that Sloper is anything but normal. And what is normal? I mean, I don't think normal is normal. And to me, that's part of it, what the book is about. But again, in getting the everyday details of a routine job and all of that, and getting that right, that was all very liberating to me. It was anything but boring to write it, and despite all the grim and dark things that take place in that, I was very happy during the writing of it. And I don't know if... Oh, go ahead. En fait, Sloper est un personnage qui est tout sauf normal. On s'en rend compte au fil du roman. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'être normal? Et cette question, c'est le sujet même du livre.
Et en fait, en me concentrant sur les détails du quotidien, en essayant de rendre ces tâches quotidiennes de manière la plus fidèle, la plus crédible qui soit, ça n'a pas rendu l'écriture du livre ennuyeuse, pas du tout, au contraire. Malgré toute l'horreur de certaines actions ou découvertes, moi j'ai été très heureux quand j'écris le livre. D'ailleurs, en parlant d'écriture, et d'ailleurs ça nous permettra de recentrer peut-être un peu le débat sur le thème du jour, votre roman, il propose une forme très travaillée, le livre il est dépouillé, décousu, la narration est elliptique, fragmentaire et minimaliste. Une histoire dérangeante, puisque votre livre est finalement assez dérangeant, une histoire dérangeante devait-elle nécessairement être portée par une forme un peu expérimentale ? No, I don't consider it necessarily experimental. I just think that the writing is naked and not very ornamental. So, there are things on television, or, Netflix, Hulu, or whatever, that are, to me, exponentially more gruesome and repellent, that are passed off as, common entertainments. Non, pas forcément. En fait, je ne considère pas vraiment qu'il s'agit d'un livre expérimental. Je crois plutôt que c'est assez dépouillé, qu'il n'y a pas d'ornement. Mais vous savez, ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui ou sur Netflix ou ce genre de chaîne est parfois beaucoup, beaucoup plus macabre et repoussant, va beaucoup plus loin dans l'horreur. I think possibly the effect of the book is because the acts are shown without any kind of, again, ornament. There's really nothing between the reader, or I try to achieve that, to have as little as possible between the reader and what's going on in the book. And I think possibly, if I'm not flattering myself, that makes people uncomfortable. Je crois que l'effet que produit le livre tient au fait qu'il, comme je le disais, il n'y a pas d'ornement du tout. J'ai essayé qu'il n'y ait absolument rien, ou en tout cas le moins possible, entre le lecteur et l'action. Et sans vouloir me flatter moi-même, je crois que c'est ça qui produit un effet de trouble et d'inconfort à la lecture. Possibly it was, at the time, I was reading a lot of Samuel Beckett, and wasn't trying to imitate him, but there's a directness in his stuff that is just devastating to me, and that I think that was an influence. À l'époque, je lisais beaucoup de Samuel Beckett et sans avoir voulu l'imiter, je crois qu'en tout cas, il m'a beaucoup, beaucoup influencé. On a encore le temps ? Oui. Allez, donc, on va, après, juste une question, juste pour leur laisser le temps après et le temps pour vous d'aller signer les livres à la sortie du Café des libraires. Et si tu as encore une question... J'ai 1 million de questions en fait. 1 million, ça sera trop. 2, ça sera même peut-être trop. Ouais, alors mais dans ces cas-là, juste pour finir en fait, juste pour finir sur le thème du roman, parce qu'en fait Sloper, il vit dans la précarité, il est rendu invisible par une société assez fataliste qui n'a aucun scrupule à négliger certains de ses citoyens et à leur abandonner les tâches les plus obscures. Est-ce que votre roman est une manière d'éveiller les consciences et d'inviter le lecteur à poser les yeux sur les laissés pour compte du rêve américain ? No, it isn't. I don't feel that he's impoverished. He's certainly not rich, but he has just what he needs, and he seems content. So no, it doesn't serve any purpose like that. I don't think I would want anything that I wrote to be useful in that sense. Non, en fait, Sloper ne vit pas vraiment dans la misère. Il n'est pas riche, mais il a juste ce dont il a besoin et il s'en satisfait. Donc non, je n'ai pas vraiment cherché à dénoncer ça d'une manière ou d'une autre. I think for me, and it might sound odd, but one of the themes of the book is the transcendence, the possibility or impossibility of transcendence, how difficult it is to change just a little bit. And the problem of choice, which is illustrated in a couple of ways in the book, or presented.
Pour moi, ça peut paraître étrange, mais le vrai thème du livre, c'est la transcendance, la possibilité ou l'impossibilité de la transcendance, du fait de pouvoir changer, même juste un tout petit peu. Et ce problème du choix qui est très présent à différents endroits du livre. Voilà, alors vous êtes les derniers à passer sur le plateau du Café des libraires. J'avais juste envie de vous demander à chacun si vous aviez un petit message à envoyer, puisque nous, on enregistre tout et que les organisateurs pourront vous voir. Est-ce que vous avez un petit message un petit message à envoyer aux organisateurs du Festival américain? Un petit au revoir? Nana? A lot of pressure. No, I've sort of said this in a lot of my events. I live in New York City, but I'm from a place called Spring Valley, Rockland County, where I'm sure most people have never heard of. People in New York City have never heard of it. I feel like a kind of gratitude it's hard for me to put it to words, but I feel immensely grateful to have had the chance to not only be here, but listen to so many thinkers from so many different places and so many different backgrounds, but also get to just see what a French festival is. And just to be in this space, it doesn't seem real, so I'm extremely grateful to the organizers. I'm extremely grateful to Albert Michel and the gang over there who's been like piecemeal teaching me a little tiny bit of French because I know the zero. But yeah, it's something that someone where I'm from would not even think to dream of, and the fact that it's for real feels really special. Je vis actuellement à New York, mais en fait, je viens d'une toute petite ville dont la plupart des Américains et même des New-Yorkais n'ont jamais entendu parler. Donc vraiment, je suis extrêmement reconnaissant, vraiment, d'avoir pu assister à autant de débats avec autant de gens passionnants à écouter. Et j'ai pu voir de l'intérieur ce qu'est un festival en France. Je suis donc extrêmement... Je veux remercier les organisateurs, Albert Michel et les gens qui m'ont accompagné et m'ont enseigné quelques mots de français au passage. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Marcial. Bueno, yo quiero darle las gracias a los organizadores por haber invitado a un escritor de uno de los países más olvidados del mundo, que es Cuba. Es un país muy olvidado a pesar de que muchas veces se habla de la gesta del 59, pero en realidad de Cuba, quién sabe, un país que requiere visibilidad y que tiene artistas y escritores que tienen mucho que decir y que como no forma parte de las naciones desarrolladas con una gran población, muchas veces no se tiene en cuenta. Y para mí fue muy gratificante poder estar acá y poder hablar de la literatura cubana, que a pesar de la pequeñez del país y tiene gran incidencia en lo que es la cultura latinoamericana y yo supongo que mundial. Así que muchísimas gracias al pueblo de... a ver si lo puedo decir bien, Baisen, ¿no? Y al pueblo francés y a los organizadores por esta invitación tan generosa. Je voulais remercier sincèrement les organisateurs pour cette invitation. Ils ont décidé d'inviter quelqu'un d'un des pays les plus haïs. Petite incompréhension. Un des pays les plus haïs au monde avec cette historique de la Révolution. Et pourtant, mon pays a beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, et ils ne sont souvent pas considérés. Et donc pour moi, ça a vraiment été une chance inouïe de pouvoir être ici. Même si notre pays est petit, je pense qu'il pèse fort dans la littérature du continent hispano-américain. Et donc je remercie Vincennes, le peuple français et les organisateurs du festival. Et Eugène? Yeah, I just want to thank everyone for coming. That means a great deal, probably more than I'm able to show. And just to thank the festival, to thank my publisher and booksellers and everyone for giving this book another life. And to make it part of this great literary tradition, it's a huge honor and privilege. And it's just
it just blows my mind to think of it. It is a dream come true, so thank you. And the food's been great, by the way. Merci surtout à tous d'être venus, ça représente beaucoup pour moi. Donc merci au festival, merci à mon éditeur qui est ici, merci aux libraires. C'est pour moi un honneur et un privilège de faire partie de cet événement, de cette grande célébration de la littérature. Je suis très heureux d'être là. Donc merci beaucoup et d'ailleurs la nourriture était excellente. Et c'est pas un détail. Hein. Alors je rappelle les titres des livres. Ordure paru chez Kidam, traduit par Stéphane Van der Heg, signé par Eugène Marten. Le livre de Nanakwem Adjei Brenya, paru chez Albin Michel, Friday Black, traduit par Stéphane Roch, et on attend donc le premier roman qui va suivre. Et puis le livre de Martial Gala qui s'intitule Appelez-moi Cassandre, qui est paru dans la belle édition aussi de chez Zunma, traduit par François-Michel Durazo. Moi, si vous me le permettez, ça s'appelle le Café des libraires. Je voudrais, en la personne en ta personne, Antoine, remercier tous les autres libraires qui sont venus sur ce plateau depuis vendredi après-midi avec beaucoup de générosité, animé de très belles rencontres. Nous avons eu des moments formidables. Je remercie bien sûr les auteurs en priorité, mais je veux aussi remercier notre équipe, si vous le permettez, juste qui sont en place aussi depuis vendredi après-midi, qui ont assuré toutes les journées de ces rencontres. Merci à eux, ça a été très sympa, comme d'habitude, de les retrouver. Et puis bien sûr, je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes venus écouter ces plateaux, remercier les bénévoles qui vous accueillaient aux entrées du Café des libraires. Et donc voilà, on est tous contents de se connaître, de se rencontrer. Merci, merci, merci à tous.